Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, un débrief de la tech toujours dynamique. Il faut être réactif dans ce secteur parce que lorsqu'on est descendu sur ce plateau il y a quelques minutes, il y a un sujet qui vient de tomber. Il y a une époque avec François Sorel, on se disait on va quand même pas parler d'OpenAI tous les soirs. Eh bien si, on va en reparler ce soir. Ce sera un sujet qui va arriver, le temps de préparer tout ça, parce qu'OpenAI va sortir son navigateur ChatGPT Atlas. Ça va changer beaucoup de choses. Alors là, ça vient évidemment la concurrence frontale avec Google. On va en parler avec nos débriefers, mais avant cela, on reviendra sur évidemment le retour, alors pas le retour chez OVH Cloud, il n'avait jamais quitté l'entreprise, mais le retour à la direction d'OVH Cloud de Octave Klaba. On reviendra aussi, on dira un mot sur la panne AWS, et oui, on en sait un peu plus, et puis comme on a des experts du cloud ici ce soir, on va pouvoir revenir voir un petit peu ce qu'il faut faire, ce à quoi il faut faire attention. Voilà, et nos experts sont là ce soir avec nous, je vous les présente. Salim Nassur, bonsoir Salim. Bonsoir Frédéric. Merci d'être avec nous, fondateur de Mars avec 2A, donc pour accompagner les entreprises dans leur stratégie IT, stratégie transformation numérique et stratégie IA. Et Salim connaît bien ce secteur puisqu'il a pendant plusieurs années officié chez Google. À tes côtés, Frédéric Redd, bonsoir. Salut Frédéric. Merci d'être avec nous, directeur de développement chez Palico, ex-partenaire chez Newfound. Et on t'a connu à une époque, tu étais directeur général chez Allociné. Voilà, donc tu connais évidemment toute cette industrie de la tech de près. Et puis notre roi du cloud, c'est comme ça que François aime bien dire. C'est ça, j'aime bien. Voir l'empereur. Et bien justement, on va parler sans doute un de tes modèles, Clément David, président de Theodo Cloud, donc qui accompagne évidemment les entreprises dans tout cet univers du cloud. Et justement, ce sera l'occasion de revenir avec toi, de ta connaissance approfondie de ce secteur. Avec justement, donc on en parle aujourd'hui. Alors, c'est un communiqué de presse qui est tombé ce matin. Alors, un peu à la surprise générale, parce qu'il y a 8 ans, 2018, il y a 7-8 ans, oui, en 2018, Octave Klaba, fondateur de OVH Cloud, avait pris du recul. Il dit, je préfère me concentrer sur la vision technologique du groupe et je laisse la direction opérationnelle à des directeurs généraux, notamment Michel Paulin, qui a dirigé l'entreprise pendant 6 ans, qu'il a quitté il y a tout juste un an. Là, c'était quelqu'un qui s'appelait qui s'appelle toujours Benjamin Revkoleski, mais qui quitte l'entreprise. Et donc, pourquoi il quitte l'entreprise? Parce que Octave Klaba a décidé de reprendre la direction de l'entreprise. C'est une surprise parce que voilà, il l'avait déjà dit, s'en était ouvert en disant voilà, moi le management c'est un peu moins tout ça, le marketing, la direction, moi ce que je veux vraiment c'est me concentrer sur la technologie. Clément, comment tu vois ce revirement d'Octave Klaba? Je pense que j'ai écouté un peu ton intervention d'avant. Je pense que je suis un peu moins positif sur le retour d'Octave Klaba que pas mal de gens sur le marché. Je pense que ça s'était marqué, moins 20%. L'action a perdu moins 20%, oui. Alors que pour la première fois, l'entreprise atteint le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Oui, mais en fait, ils perdent pas moins 20 parce que Octave dit qu'il revient. Ils perdent moins 20 parce que ils annoncent que leur ambition pour l'année prochaine, c'est 5% de croissance. Ce qui, dans le monde du cloud, est quand même très, 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 très faible. En fait, ce que ça veut dire, je te donne ma grille de lecture et je n'ai pas d'infos spécifiques chez OVH. Il se trouve qu'en transparence, on a des clients qui sont chez OVH, comme chez plein d'autres cloud providers. Mais en fait, pour moi, c'est l'aveu de faiblesse d'une boîte qui assume qu'elle a raté le virage du cloud public. Et en fait, OVH, c'est quand même une boîte de hardware qui a une excellence, entre guillemets, opérationnelle, qui était on construisait des serveurs, on avait de la fibre optique, on construisait nos propres data centers, on fait toute cette partie hardware matériel de bout en bout. Et résultat, quand le marché du cloud public est arrivé, en fait, tout le monde n'avait que ce nom en tête au moment où il fallait un cloud un peu français, européen, souverain, etc. Et ce que tu vois, c'est que pour faire du cloud public, il faut aussi une surcouche software, donc logiciel par-dessus, importante, que la leur a jamais été au top du marché, et en fait n'est même plus le top du marché français. Qu'aujourd'hui, là où des Outscale, par exemple, des Scaleway, etc., font des très belles croissances, commencent à être très connus du grand public, OVH n'a pas spécialement ni rassuré, ni profité de cet océan bleu de « on est le seul cloud provider français connu », alors qu'ils avaient énormément d'avance. Donc en fait, là, qu'ils reviennent, je pense que c'est simplement le constat de en effet, ce virage, on l'a raté. Il a un plan, il a de commencer à esquisser les grandes lignes de comment est-ce qu'ils veulent y aller. 2026-2030 qui va dévoiler bientôt. Pour moi, ça veut dire, ok, maintenant, il faut changer quelque chose. Salim.
Moi, je veux bien accorder le terme de roi du cloud à Clément. Non, parce que j'aime beaucoup cette analyse, elle est très pertinente dans le sens où, en effet, je ne pense pas que la bourse ait chuté à cause de son retour. Et oui, tu as raison, ils ont raté le virage. Là, en revanche, où je vois au moins un effet bénéfique dans son retour, c'est... Alors après, ça se passera peut-être pas comme ça, comme dans d'autres boîtes, mais ça me rappelle le retour de Steve Jobs, ça me rappelle le retour de Larry Page. Moi, j'ai eu la chance en plus, quand je suis rentré chez Google, Larry Page venait de revenir après 10 années d'Eric Schmidt. Il y a le retour aussi de qui récemment... Enfin bref, régulièrement, tu as des fondateurs qui font un truc assez génial, et après ils mettent un gestionnaire... Le retour des boomers, voilà. Larry Ellison. Il a pas tellement le retour des boomers, c'est qu'à un moment, il faut redynamiser, même Sergey Brin, qui est revenu là au moment où Google était un peu à mal, justement, avec l'arrivée de ChatGPT sur la partie IA, c'est de se dire, tu as des fondateurs qui ont une vision et qui emmènent des gens. Et après, derrière, ils mettent et ça on l'a vraiment vécu pour le coup chez Google, ils mettent des gestionnaires, ce qui est bien, parce que ça fait rentrer du cash, ça développe l'entreprise continue à se développer. Mais par contre, on s'essouffle au niveau de l'innovation. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec Apple. Aujourd'hui, Apple, en termes de super capitalisation, mais l'innovation n'est plus là. Donc je pense que c'est ce qu'ils veulent faire chez un OVH Cloud, revenir à la base et moi je me demandais justement ce que j'ai dans un papier que je faisais juste avant le journal de 19h15 là tout à l'heure. On voit aussi aujourd'hui tous ces gens qui incarnent. Alors je parle pas d'Elon Musk qui est personnage un peu différent, un peu à part dans cet univers, mais voilà, Sam Altman, c'est OpenAI. Même en France, Arthur Mensch, c'est Mistral AI. Xavier Niel, c'est Iliad Free. Et peut-être qu'il s'est dit aussi, il est temps que, voyant un peu ce que tu disais, Clément, que là, c'était pas très clair, qu'ils se font doubler un peu, de dire, écoutez, moi je suis bien là, je suis bien aux manettes, et voilà, je veux montrer aussi que j'ai quelque chose à dire. Et peut-être qu'il a pris cette maturité en 7-8 ans en se disant, allez, maintenant je peux faire à la fois la stratégie, à la fois l'exécution. Mais je pense que tu as raison, Frédéric, parce que, et même tous les intervenants ici ce soir, c'est que une boîte tech, c'est toujours très froid, c'est toujours parfois très lisse, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Là, le fait d'incarner, c'est à la fois pour rassurer les marchés, mais c'est aussi un argument marketing énorme. Surtout quand il y a une histoire derrière. Exactement. Lui, immigré polonais, sans un sou en poche, il dormait dans ses data centers les premières nuits, accueilli par... Enfin, Xavier Niel l'a aidé un peu, et puis... Enfin voilà, c'est l'histoire, elle est incroyable. Hein. Et donc c'est ça qui va, je pense, faire ce que j'appelle l'effet Luca Di Meo, par exemple, chez Kering. Hein. Vous savez qu'en l'espace de quelques semaines, donc Luca Di Meo a réussi à faire doubler la valorisation de l'action de Kering. Je ne dis pas que Octave va réussir à faire la même chose, je lui souhaite tout ça, mais en tout cas, voilà, c'est peut-être l'homme providentiel, c'est le retour, effectivement, comme tu le citais, de Steve Jobs à la tête d'Apple à un moment donné. Je pense que Octave, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai lu effectivement son histoire, il a une vision par rapport à son marché. Alors, il a fort à faire, hein. On remet juste un peu dans le contexte. Hein. OVH Cloud, aujourd'hui, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et quand on compare avec AWS, c'est 100 fois plus. Hein, on est à... Puis c'est une valo qui a perdu 50% depuis l'introduction en bourse. Ah oui, oui, exactement. La valo a perdu 40%. Ouais, ouais. Et donc il y a un terrain de jeu qui est énorme, un challenge qui est énorme en fait pour lui, pour réussir à convaincre en Europe les grandes boîtes européennes de passer sur du OVH Cloud. Et ça va être un gros challenge pour lui, pour pouvoir réussir en fait à changer tout ça. Est-ce que j'ai le droit de dire que je ne suis pas d'accord ? Comme ça, parce que et après je compléterai, vas-y. Depuis le début de l'émission, on est tous très d'accord, donc je me permets, il y a deux choses qui me gênent dans ce raisonnement. Le premier, c'est qu'en fait, on parle de, tu vois, Steve Jobs, c'est du grand public, c'est Apple, tu vois. Là, on parle de serveurs. La réalité, c'est que ces concurrents qui cartonnent sont incarnés par personne. C'est-à-dire que la moitié des gens ne savent pas que Scaleway, c'est Xavier Niel derrière. Personne n'incarne Google Cloud. AWS, aujourd'hui, je ne pense pas que beaucoup de gens pensent directement à Jeff Bezos. Ou même quand tu regardes Hotscale, tu vois, personne ne se dit « Ah, trop bien, c'est la famille Dassault ». Je pense que dans le monde du cloud, peut-être les investisseurs, c'est vrai, qui ont besoin de voir un électrochoc, un peu comme à Brest. Oui, mais même sur le marché, tu vois, peut-être ça a aussi redonné un peu... Mais je pense que c'est plus un électrochoc qu'une incarnation. En tout cas, dans le monde du cloud, ce n'est pas un modèle que je vois beaucoup. Le deuxième truc, c'est il incarne quel ADN ? Parce que je crois que tu disais, il est parti il y a 8 ans.
Il y a 8 ans. Il est parti. Il n'a pas quitté l'entreprise. Non, mais bien sûr. Il a lâché la direction opérationnelle. Je crois que même parfois, il assistait même pas au COMEX. Il était vraiment. Il était toujours en lien très proche, évidemment, avec les directeurs généraux et notamment Michel Paulin, qu'on connaît bien ici. Mais voilà, il était concentré sur son côté génial de geek. Je crois qu'il faisait un peu de musique aussi, des trucs comme ça. Donc il a eu aussi du temps pour faire d'autres choses. La question, c'est il incarne quel ADN? Parce qu'il incarne plus OVH que OVH Cloud. Tu vois, et c'est vrai que le monde du cloud, et spécifiquement en France, a beaucoup changé entre-temps. Tu regardes, je crois que, je ne sais même pas s'il y avait Google Cloud en France à l'époque, les technos ne sont pas les mêmes, l'IA a débarqué, etc., etc. Il y a une vraie question de ce que vendait OVH à l'époque et de ce que devra vendre potentiellement OVH pour réussir. C'est pas la même chose. OVH, c'était des coûts très très bas, une couche software assez faible. Je te dis, c'est pas le même univers. Donc, il y a un monde où il débarque avec une vision, et c'est génial parce qu'en fait, il a pris du recul, il a été beaucoup aux États-Unis, il a gagné en maturité, et il sait exactement ce qu'il veut faire. Il avait cette frustration. Il y a un monde où c'est Giroud qui revient à Auxerre, qui essaye de refaire un peu avec les anciennes recettes, et ça marche pas. Donc, il faut voir quelle facette de la pièce on va avoir aussi. Si seulement il savait que tu l'avais comparé à Giroud. Oui. Il est super, Giroud. Exactement. Non, mais alors, juste, je reviens sur mon point de tout à l'heure. Moi, quand je parlais de ça, alors tu as raison, il y a des aspects externes par rapport au marché. Je préférais qu'on parle du retour de David Gilmour chez les Pink Floyd et tout ça. C'est plus son univers. Oui, c'est clair. Il est très guitare, en effet. Ouais. Mais non, moi, je parlais vraiment beaucoup plus aussi au niveau de l'interne. Tu vois vraiment la différence. Et encore une fois, je fais l'analogie avec Google. Quand tu as les fondateurs qui sont là dans le town hall toutes les semaines, c'est pas la même que quand tu as un gars qui est plus gestionnaire. Tu vois, donc, rien que pour mobiliser les ressources en interne, pour que tout le monde ait envie à la fois de s'investir, de se donner, se retrousser les manches et aussi de ne pas quitter le navire, ça compte beaucoup. Encore une fois, c'est pour ça qu'un Sergey Brin est revenu là chez Google au moment de l'arrivée de ChatGPT, parce que tout le monde était un petit peu en roue libre et puis un peu tranquille. Donc là, c'est le fondateur qui revient. Moi, je pense que c'est plutôt positif dans une entreprise quand le fondateur revient, pour les aspects externes du marché, mais surtout beaucoup aussi en interne. Tu voulais rajouter un mot je crois que c'est le 6 novembre, je ne sais pas de bêtises, le 6 ou le 20 novembre. Non, le 20 novembre, où il y aura la grande journée OVH. Exactement. Et puis en plus, il est proche des ingénieurs et c'est eux qui vont amener l'innovation. Moi, je voudrais juste qu'on dézoome un tout petit peu, parce que l'enjeu, il est au-delà de simple personne qui revient aux commandes. C'est qu'aujourd'hui, on revient sur la question de souveraineté, mais aujourd'hui, le trio de tête, à savoir AWS, Azure, Google Cloud, c'est quand même 65 à 70% du marché. C'est qu'aujourd'hui, toutes les boîtes, y compris du CAC 40, elles pensent d'abord à regarder, tiens, qu'est-ce que font les Américains, parce que peut-être que, comme on est une boîte internationale, c'est peut-être mieux d'avoir en fait un acteur cloud international. Donc pour moi, c'est un vrai sujet qu'il faut qu'il réussisse. Oui. Il faut que Scaleway réussisse. Et puis même parfois sur la souveraineté, il pense Sens, qui est cette alliance Google-Thales, AWS qui va monter son propre cloud européen, de droit européen, tout un tas, financement européen en Allemagne. L'autre, c'est Bleu, alors dont on a un petit peu moins parlé. Panorama a changé. Microsoft, Orange, donc ça change beaucoup. Alors, je voudrais qu'on parle. Oui, allez, attends, juste dernier truc. Moi, je veux bien dézoomer, tu as raison. Mais alors là, si on dézoome, je ne donne pas très cher du truc. Parce qu'à quel moment tu reviens dans la course, justement, de 65 ou 70%? Mais d'ailleurs, il a beaucoup parlé PME dans son discours. On voit assez bien sur quel segment ils vont se positionner. Non, mais même sur les PME, il y a un moment, tu vas avoir un effet de prix. Et si tu n'es pas à l'échelle, tu ne peux pas avoir les mêmes prix que les hyperscalers. Donc. Messieurs, restons dans le cloud. C'était la panne AWS. On en a un peu parlé hier soir. On en sait un peu plus là, ce soir. Là, c'est quand même la 4e panne en 5 ans. En plus de cette région-là, donc c'était en Virginie du Nord. T'es sûr de ça spécifiquement de cette région? Parce que j'avais lu que les précédents, c'était 2017 et 2021. C'est la 4e, en tout cas, dans ce coin-là. Et là, évidemment, ça nous interpelle parce qu'évidemment, on a vu ces grandes marques, ces grandes enseignes, des Snapchat, des Airbnb, même des Amazon, Prime Video qui sont tombés. On se pose la question. Alors, toujours pareil, de la dépendance excessive à des services DNS. Est-ce que c'est encore bien fait pour le cloud, ces services-là? On se pose la question d'un seul fournisseur cloud. On se pose la question de les promesses de résilience. Mais on voit que même chez des gérants, c'est compliqué. On commence par toi, Clément. J'ai le droit à tous les débuts de sujet aujourd'hui. C'est toi le spécialiste du cloud. Ouais, après, le prochain, il n'est pas sûr. Le prochain, c'est l'IA. Tu files à... Je le prends, c'est bon. Voilà. Non, il y a un truc déjà qu'il faut relativiser. C'est-à-dire que les gens ont dit... Et c'est vrai, pas de mondial. Parce que ça a duré 6 heures, à peu près. Ouais, quelque chose comme ça. Pas de mondial. C'est une région qui est tombée. Il se trouve que malheureusement, elle a beaucoup d'impact.
un énorme impact, c'est aussi qu'en fait, il y a beaucoup de services AWS. C'est une région qui est tombée, mais ça a eu un impact mondial. Un impact en France, on n'accédait pas à Airbnb, on dans l'imaginaire collectif, on n'y accédait pas. Bien sûr. Dans l'imaginaire collectif, on se dit, tu vois, il y a des mecs qui ne pouvaient pas jouer à Fortnite. On se dit, OK, AWS est tombé. C'est une région. Il se trouve qu'en revanche, c'est une région qui est assez critique. Moi, ce qui m'a marqué, c'est... Et en plus, il se trouve qu'il y a beaucoup de services AWS qui sont eux-mêmes, tu vois, des lambda, des éléments sur EC2, enfin, pas entrer dans le détail technique, mais qui eux aussi sont hébergés ou connectés à cette région. Ce qui me gêne, c'est que dans ces cas-là, les gens oublient très vite certaines choses. La première, c'est que les gens disent « Ah ben oui, le cloud, ça tombe ». Bah oui, parfois ça tombe. Et en vrai, ça tombe pas beaucoup. Et spécifiquement AWS, quand tu regardes leur taux de disponibilité, il y a un paquet de boîtes françaises qui oublient qu'à l'époque où elles géraient eux-mêmes, ça tombait vachement plus. C'est le premier truc. Deuxième truc, c'est que c'est un peu la team du Yaka Faucon, par exemple. Tu vois, ce que tu dis sur faut avoir plusieurs cloud providers. Et les gens disent bah, c'est quand même l'évidence, comme ça, s'il y en a un qui tombe. C'est vrai, c'est du bon sens. Mais avoir plusieurs cloud providers, c'est dire déjà le coût de tu montes tes infras sur plusieurs clouds. Il faut répliquer, il faut le répliquer, de comment tu les utilises au quotidien, parce que c'est pas genre je passe de l'une à l'autre facilement, donc ça demande énormément de boulot. Il faut former toutes tes équipes sur les deux, recruter sur les deux, enfin c'est infernal. Ça coûte. Exactement. Et puis il y a des gens qui disent ah oui, il faut aussi de la redondance entre les régions. C'est vrai, redondance, c'est-à-dire que quand il y a une région qui tombe, l'autre prend le relais. C'est vrai, mais en fait ça c'est un choix des entreprises. C'est les entreprises qui disent financièrement c'est suffisamment intéressant pour moi parce que je veux du service absolument en 24/7, par exemple Netflix. Netflix, ils payent parce que ça te coûte quasiment 2 fois plus cher. Tu vois. Netflix, ils te font la redondance dans 5 ou 6 endroits. Beaucoup de banques aussi. Oui, bien sûr, parce qu'ils disent ça ne peut pas tomber une seconde. Et à ce moment-là, il y a le relais. Mais il y a aussi des entreprises, et c'est un calcul risque-bénéfice, qui te disent moi, je préfère ne pas avoir de redondance. Ça tombera de temps en temps. Si tu payes 6 heures tous les 2 ans, tu ne vas pas mourir. Mais, enfin, selon ton service. Mais qui se disent, je ne vais pas payer les coûts de doubler mes services partout. Et après, c'est un choix stratégique, mais ce n'est pas si simple. Mais ce n'est pas si simple. Moi, il y a une chose que je pense que je discutais avec 2 DSI tout à l'heure. Ils me disaient, nous, ce qu'on va regarder beaucoup plus, c'est les zones d'ombre un peu contractuelles. Parce que justement, AWS parle des responsabilités. Ils ont renvoyé leurs clients vers le modèle de responsabilité partagée, où ils disent, il y a des domaines dans lesquels nous, on vous a dit qu'on pouvait le faire, vous n'avez pas pris l'abonnement. C'est à vous de vous débrouiller. Voilà. Une discussion après de qui c'est à faute. Salim. Encore une fois, je suis d'accord avec le spécialiste du cloud. C'est pas pour rien qu'il est spécialiste. Non, là, ce qui est marrant, et c'est pour rebondir de façon drôle ce que tu disais, c'est effectivement, il y a plein de gens qui n'ont pas joué à Fortnite, donc les parents sont contents. De l'autre côté, les entreprises ne sont pas contentes. Mais je suis content que tu les renvoies aussi dans leur but. Pardon ? C'était les vacances. Enfin, justement, pendant les vacances, ils jouent plus à Fortnite avec les enfants. Bah oui, justement. Non, mais là où tu as raison, il faut les renvoyer dans leur but. Il y a un moment, c'est risque-opportunité. Et donc, à un moment, est-ce que tu mets les moyens pour avoir toute la redondance que tu veux et les sécurités qu'il faut, ou est-ce que tu le fais pas? Après, le multi-cloud, moi je ne sais pas si les gens devraient faire du multi-cloud, parce qu'effectivement ça a un coût, mais tu peux faire une hybridation où tu vas faire du cloud et tu vas avoir certains services qui vont être sur des services on-premise, etc., que tu vas garder vraiment pour te dire, en cas de problème ou en cas de guerre ou quoi que ce soit, tu as quand même quelque chose qui tourne. Aujourd'hui, effectivement, être 100% dans le cloud, tu peux te retrouver en danger sur des sujets critiques. Mais les entreprises entre guillemets complètement sérieuses et qui se donnent les moyens, ça peut pas vraiment leur arriver, tu vois. Donc j'ai envie de dire, ça peut arriver mais c'est comme quand il y a une coupure d'électricité. Quand il y a une coupure d'électricité dans ton quartier, que ce soit ta maison, que ce soit ton entreprise, il n'y a plus d'électricité. Tu pourrais très bien te dire, je tire une ligne avec un Engie, un EDF et je vais mettre RTO au milieu de tout ça. En attendant, quand il y a une panne, il y a une panne. Et comme tu le rappelais très bien, les pannes, il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est catastrophique parce qu'on se rend compte qu'effectivement, quand tu appuies ça, c'est compliqué. Moi, ça m'est arrivé aujourd'hui dans un gars de mon équipe. Lui, c'est pas le cloud qui est tombé, mais c'est Internet. Et donc là, tu te dis, comment on bosse ? Et quand c'est ça multiplié par des milliers de salariés, je peux comprendre que ça fasse mal. Il n'y a pas tellement de solutions, malheureusement. Moi, je voudrais aborder le sujet un peu économique, en fait, parce que pour moi, ce n'est pas qu'une simple panne informatique. Donc, tu as dit, on est resté down pendant 6 heures. Je crois qu'il y a à peu près ces 3. Voilà, il y a à peu près plus de décalage horaire, etc. Voilà, il y a à peu près plus de 1000 boîtes qui ont été, en tout cas 1000 sites internet qui ont été impactés. J'en ai cité quelques-uns, mais des très gros. Hein. Des très gros. Et d'après ce que j'ai pu récolter sur internet aujourd'hui, on chiffre à peu près le dommage économique à environ 200 millions de dollars
sur ces 6 heures. Donc, ça devient un problème économique. Ça a un impact économique fort. Et donc oui, moi, ça m'interpelle un tout petit peu. D'autant plus que, encore une fois, on l'a dit juste avant, il y a très peu d'acteurs sur le cloud. Donc, ça veut dire que si ça pète quelque part, il y a un effet en fait domino qui peut en fait se mettre en route. Quid plus tard si plusieurs en fait de ces plaques tombent en même temps, parce que par malveillance, par terrorisme. Et tout de suite, on a un scénario catastrophe qui fait que l'économie mondiale, quelque part, en tout cas occidentale, s'arrête. Donc voilà, donc du coup ça me fait réfléchir et voir en fait des possibilités. Et puis ça rappelle, parce qu'à priori ce serait une mise à jour, ça rappelle toujours ce fameux chose, la mise à jour, de faire toujours attention. Mais juste, pardon, pour dire ce que tu dis, complètement d'accord. C'est un impact qui est énorme. La seule chose que je dis, c'est ok, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'au final, tu auras toujours 3 gros acteurs si on ne compte pas les Chinois. Tu auras toujours une grosse dépendance, parce que ce n'est pas aujourd'hui le cloud souverain qui va nous sauver. Donc voilà, c'est juste de se dire que toi, en tant qu'entreprise, il faut que tu aies prévu quelques mesures de sécurité, mais c'est comme à un moment quand tu es transporteur routier et que tous tes camions ils transitent par la 6 et que la 6 est fermée, ça te pose un problème. Donc il faut juste prévoir en fait des là c'est ça, je crois que c'est le cerveau là qui justement gère la surveillance réseau, c'est lui qui est tombé à la base DynamoDB là, et qui savait plus dire même s'il y a un lien, d'habitude il y a un lien qui est congestionné, elle dit tiens on va passer par là, enfin je vulgarise vraiment à fond. Ça, le vrai problème, et là c'est que le cerveau il savait même pas qu'il y avait un lien congestionné, donc lui il disait rien et après souvent comme ça arrive la cascade. C'est tombé il y a quelques minutes OpenAI qui annonce lancer son propre navigateur ChatGPT Atlas, alors évidemment dopé à ChatGPT, il ne va pas aller chercher un autre LLM. Ça nous rappelle Comet avec Perplexity, et puis ça nous dit que Google avec son Gemini, il a un vrai concurrent devant lui. Salim, ton regard là, sur cette news qui est tombée il y a à peine quelques minutes. Alors du coup, c'est un regard à chaud, avec peu d'analyse, mais en fait, c'est assez simple à comprendre si tu veux. C'est qu'aujourd'hui, il y a un OpenAI, comme on disait, qui est arrivé il y a 3 ans, avec ce truc de je sors ChatGPT. Ça fait mal, en tout cas, dans un premier temps au niveau de la bourse, mais après ils sont partis à Google, qui, encore une fois, a le monopole en fait sur le search occidental, on va dire. Okay, donc une fois qu'OpenAI arrive là, on voit les requêtes sur Google qui commencent à s'effacer un petit peu. Google, comme je dis, à un moment a remis la machine en route. Donc maintenant, tu as de l'IA, en fait, et notamment dans le mode américain qu'on n'a pas encore ici en Europe, où tu as des recherches presque ChatGPT-like, en fait, quand tu fais une recherche sur Google. Donc en fait, ils reprennent du grip. Et là, quelque part, OpenAI, ce qu'ils essaient de faire, c'est de rebalancer la donne pour garder les utilisateurs sur leur environnement. Et en fait, on le voit bien quand ils ont... tu vois, pour l'instant, ça ne marche... je précise quand même, pour l'instant, ça ne marche que sur macOS. Et ça va venir ça va arriver sur les autres. Mais tu vois, si c'était quand c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, la DFD de OpenAI. Oui, c'était il y a quelques jours. Oui. Et en fait, déjà, tu vois en fait où ils vont, parce qu'il y a l'applicatif. Tu commences à avoir dans ChatGPT, que ce soit mode web ou que ce soit mode appli, la capacité d'aller interroger les applications. Perso dans un premier temps, type Booking, Canva, etc. Et demain professionnel. Et là, avec le navigateur, c'est un pan en plus pour pouvoir dire je garde toujours ce contrôle sur cet utilisateur, ce qu'on faisait à l'époque avec Google, avec Chrome et avec l'entrée de... Ou ce que font les Chinois avec WeChat. Ou ce que font les Chinois. En fait, l'idée, c'est de capter et garder ça, et en fait tu construis ton écosystème autour et les gens viennent graviter autour de ça. La super app dont rêve Elon Musk, eh bien, exactement. Donc c'est logique. Qui est pour l'instant un échec de toutes les entreprises occidentales qui ont voulu en faire, mais peut-être. Après justement, j'ai une question, il y a un truc que je comprends pas bien dans le move. Ils ont fait un partenariat avec Stripe, donc t'en parlais il y a 3 semaines, ils l'ont sur annoncé, le paiement, et sur le paiement, en disant en fait, en effet, le but c'est de capter l'utilisateur, vous allez être sur l'application. Et non seulement vous allez demander à voir des produits éventuellement, voire même on va vous en pousser de temps en temps, mais en plus vous pourrez les acheter sans jamais sortir de l'app. Puis il y avait ce côté, donc on passe de simplement un truc consultatif à un truc où on peut passer à l'action. Et là, ils ont annoncé avec Fujisimo, je pense qu'il y a peut-être ça derrière, mais le côté apps, en plus, on a des protocoles ouverts qui font qu'il y a de plus en plus d'apps qui vont être à l'intérieur de ChatGPT pour faire que sur la plateforme, tu n'as vraiment plus besoin d'en sortir et puis ingérer. Et résultat, j'ai du mal à comprendre pourquoi un navigateur viendrait se greffer dessus. À la limite, si le but c'est de les garder dans l'app, pourquoi ouvrir un front sur un navigateur? Tu vois, à la limite, tu peux dire on n'en a plus besoin du tout. Ou en fait, l'app, elle va être hyper intéressante quand tu vas être sur ton mobile. Ouais. Mais en fait, il y a
la consommation d'Internet, elle va être beaucoup plus au travers d'apps qu'au travers d'un navigateur. En revanche, quand tu es sur un desktop, les gens ont encore l'habitude du navigateur. Ou même sur ta télévision. Ou même sur ta télévision, mais prends un navigateur, est-ce qu'il y a encore l'usage de beaucoup sur un ordinateur? Et moi, ça dépend des modalités. Parfois, je suis sur mon ordinateur, parfois, je suis sur un truc. Si tu es dans un navigateur type Chrome, tu as un onglet qui est sur ChatGPT. Et tu as d'autres onglets sur autre chose. L'objectif, c'est de se dire que, en fait, comme la barre search aujourd'hui, tu sais, il y a plein de gens d'ailleurs encore qui ne savent pas que tu peux faire une recherche depuis la barre d'URL dans Chrome, en fait, hein, c'est assez marrant. Mais donc, eux, l'idée, c'est de prendre cette place et se dire, bah maintenant, en fait, on devient le search by default. Et c'est tout. Donc, faire un truc natif, très IA. Ouais. En fait, ça devient le nouvel operating system, si tu veux, de quoi que tu fasses sur mobile ou sur ton desktop. Et t'apportes d'entrée sur Internet, Frédéric. Ouais, il y a peut-être aussi un autre enjeu, peut-être, encore une fois, c'est très chaud, hein, mais peut-être un enjeu publicitaire, histoire de récolter en fait de l'information de la part de l'utilisateur au quotidien, dans ce qu'il fait, dans les sites qu'il va visiter, dans les applications qu'il va utiliser. Donc, pour moi, il y a un enjeu. Qu'on va récupérer là. Voilà, il y a un enjeu qui est extrêmement fort. Il y a un mot-clé quand c'est les phrases entières. Voilà, il y a un enjeu qui est extrêmement fort et l'idée c'est d'aller justement remonter toute la filière comme Google la descend vers l'AI de l'autre côté. Jusqu'à présent, on était un peu obsédé par comment est-ce que Google va s'en sortir avec son navigateur VS ChatGPT. Là, en fait, on se rend compte que c'est comment Google potentiellement va garder son navigateur. Ça devient plus du tout la même discussion. Ouais, enfin, c'est pas comment ils vont le garder, ils l'auront toujours si tu veux. Comment est-ce que leur position de domination dans les navigateurs peut en fait disparaître, ce qui ouvre un autre sujet, quoi. Alors, ouais, il y a un vrai sujet. Après, tu le vois, et pour le coup, je le vois tous les jours en entreprise, c'est aussi l'adaptation des gens. Et c'est pas simple de faire remplacer un Google Chrome dans les entreprises. C'est pas simple de donner, même en tant que particulier, une confiance aveugle à un OpenAI que tu connais pas alors que tu connais Google depuis longtemps. Et ça, c'est grosso modo pas trop mal passé. Donc, ouais. Voilà, on va devoir conclure parce qu'il faut laisser un peu de place à la publicité. Il faut laisser de la place à la publicité. On en a encore un peu de la publicité, on y va, on fonce. Allez, go. Et puis c'est grâce à vous, parce qu'évidemment vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre sur BFM Business, Tech & Co, sur notre podcast, notre replay, évidemment sur YouTube. Allez, on se retrouve dans un instant, on va poursuivre. On va parler de SFR, on va parler de Free, on va parler de SpaceX. Dans un instant, à tout de suite sur Tech & Co, la quotidienne, sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Allez, c'est reparti, le débrief de la tech. Si vous avez manqué le début, vous pourrez le retrouver dans les replays, bien entendu, parce qu'on a parlé de cette annonce OpenAI qui lance son propre navigateur, ChatGPT Atlas. Alors, ce sera uniquement pour macOS pour l'instant, mais ça va évidemment aller sur les autres systèmes d'exploitation dans quelques semaines. On est revenu sur la panne AWS et puis on a parlé du retour de Octave Klaba à la tête d'OVH Cloud. Il n'en était pas parti, mais il était plus sur la partie technologique et là, il reprend les rênes. On va continuer, on va parler de SFR, on va parler de tous les opérateurs presque, SFR, Free, et puis SpaceX qui vient aussi concurrencer. Voilà, en tout cas, on a un bon sujet télécom avec vous, Salim Nassur, fondateur de Mars, Clément David, président de Theodo Cloud, et Frédéric Krebs, directeur de développement chez Palico. SFR sort, alors SFR, donc on le rappelle, Patrick Drahi aimerait vendre cet opérateur. Il y a eu une offre qui a été posée par Bouygues Telecom, Orange et Free, effectivement, pour 17 milliards. Ils ne se sont pas entendus. Eh bien, SFR, lui, continue sur sa route, pas imperturbable, et il sort l'artillerie lourde sur ses forfaits 5G. Est-ce que vous avez eu le temps de regarder ça, messieurs? Frédéric? Oui, j'ai regardé un petit peu. Effectivement, c'est une stratégie, alors compte tenu du contexte, c'est une stratégie, j'allais dire, naturelle, d'essayer de faire une sorte de baroud d'honneur sur les prix pour capter un maximum, de nouveaux clients et faire monter la valo comme ça, j'allais dire artificiellement, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on voit très souvent lorsqu'il y a des grosses opérations. Parce que la data illimitée, 5G+, voilà. Un vrai coup de cœur, là, ils se mettent au prix, ils mettent le prix de la 5G au prix de la 4G, à 39,99 pour l'abonnement amiral, on va dire. Et après, il y a des tarifs d'entrée, je crois, à 29,99. Pour des 5G un peu dégradés. Si on voyage, on a du 35 gigas. C'est ça, oui. Voilà. C'est Noël avant l'heure. C'est Noël avant l'heure. Et donc ça, c'est une stratégie qui est géniale parce qu'ils peuvent effectivement récupérer comme ça des chasseurs de primes, on va dire. Mais stratégie à double tranchant.
aussi, parce qu'ils ont intérêt à être au rendez-vous. Sur la qualité du réseau, parce qu'on sait que SFR n'est pas toujours, en tout cas, les premiers de la classe. Ça s'est amélioré. Ça s'est un peu amélioré. J'entends souvent François le dire ici, François Sorel, quand il a cette place-ci. Je suis d'accord avec lui, ça s'est quand même pas mal amélioré. Ça s'est amélioré. Le seul truc, c'est est-ce que le marché, au-delà des chasseurs de primes, est-ce que le marché va suivre? Parce que si ça ne marche pas, si ce coup de pub ne marche pas, là, pour le coup, les futurs investisseurs pourraient dire mon coco, tu as voulu augmenter les prix, mais en même temps, tu casses le marché. Je pense que ce n'est pas le bon signal à un moment donné. Voilà, c'est un fusil à un coup. Ouais. D'accord. Donc il faut qu'ils réussissent s'ils veulent, en tout cas, en avoir le maximum de bénéfices. Le terme baroud d'honneur est tout à fait celui qui convient. Salim. Non, je suis complètement OK avec ton analyse, dans le sens où c'est une grosse ficelle pour aller chercher l'utilisateur supplémentaire. Alors là où ils ont de la chance, c'est qu'ils l'ont bien timé par rapport à Noël, donc on sait bien qu'après il va y avoir un renouvellement à Noël, donc forfaits, des gens qui vont offrir des forfaits. Donc la 5G illimitée, c'est cool. Je ne sais pas si ça va faire la différence, parce qu'en fait, je ne suis même pas sûr que les gens savent faire la différence entre la 4G et la 5G. Donc, quelque part, nous qui connaissons, on va se dire, c'est un bon prix. Mais au final, si tu payes le même prix pour avoir, tu ne sais pas faire forcément qu'est-ce que tu as en plus, est-ce que tu vas changer d'opérateur pour autant? C'est là où j'ai un petit doute quand même. Donc, pour moi, c'est ça. À la fois, je pense qu'ils veulent aussi rassurer leurs propres clients en disant attendez, on n'est pas fini. On a encore. Non, mais j'imagine que c'est à double niveau, enfin double objectif. C'est attirer des nouveaux sur leur service premium. Pour moi, et c'est rassurer les autres en disant on est toujours là et on continue. Clients, c'est. Enfin, encore une fois, je suis pas dans les hautes sphères de SFR, mais pas mal hautes sphères de SFR. Mais je ne pense pas que leurs clients, ce soit leur sujet d'avoir la 5G. Je pense que le client, c'est déjà d'avoir un service client qui répond bien. Pour eux, pour SFR. Pour les clients, là où ils ont amélioré, tu as raison. Une couverture qui soit la bonne, là où ils ont amélioré, tu as raison. Je ne suis pas sûr de ce débat de la 5G qui va rapporter beaucoup plus de clients. Stratégiquement, tactiquement, c'est intéressant, parce que tout le monde le fait. Ils veulent faire, faire monter les prix là-dessus. Tu as raison. Est-ce que ça marchera? Je mets un petit bémol quand même. Voilà. Ouais, alors je suis pas un spécialiste des telcos, mais ce que ça moi si pour le coup. Parce que je vois cette news et je me dis c'est vraiment un métier de vendeur de tapis, quoi. C'est pas possible. En vrai, c'est la 5G plus au prix de la 5G machin. Bon, ok, et en plus tout leur prix en 99, je sais pas quoi. Regarde comment tu es démarché quand tu es démarché par. Non, mais c'est vrai. Et la vérité, c'est que ça fait très. J'ai l'impression d'être revenu dans les années 2005-2010. Où là, pour le coup, on était tous obsédés par le prix de notre forfait, etc. Le marché, il a changé, je pense. Ou alors, j'ai un biais de vieux parisien aigri du 18e. Et fortuné. Alors, si seulement. Mais le roi nu du cloud. Mais non, le truc, c'est que je suis à peu près conscient de mon forfait, mais pas au centime près. Je pense qu'il y a plein de gens qui, maintenant, entre ce qu'ils payent, la 5G illimitée, pas illimitée, les mails, les trucs... On se rappelle que grâce à l'Union européenne, on peut appeler tranquillement depuis l'Allemagne, et puis c'est à peu près quand on se déplace ou quand on va à Barcelone voir des gens. Et puis à part ça, je veux dire, est-ce que les gens ils sont vraiment aussi préoccupés qu'en 2005? Je pense qu'on est un peu plus attaché à la qualité. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire quand on est chez l'un ou l'autre et qu'on est moi ça marche pas, si moi je suis attaché chez l'autre, ça marche bien. C'est un peu plus ça qui joue aujourd'hui, je trouve. En tout cas, je suis très sceptique sur. Alors après, il y a des gens qui sont très regardants sur tous les prix parce qu'il y a quand même là pour le coup à 39,99 ce qu'ils proposent. Oui, mais là tu payes pas moins cher, t'as plus pour le même prix. C'est pas la même chose en fait. On te dit pas, c'est pas comme à une époque quand Free est arrivé et qu'il y avait 3 opérateurs, ils ont dit nous on fait un forfait, on casse les prix 2 €. Là, il n'y avait pas d'illimité, je crois, à l'époque. Et il n'y avait pas d'illimité. Le changement était radical. Le changement était radical. Là, on te dit, tu vas payer la même chose, mais tu vas avoir un illimité. Le gars, il te dit, mais je ne sais même pas combien je dépensais. Il faut voir les petites lignes. Ils vont te dire sous contrainte d'un abonnement de 3 ans, je ne sais pas quoi. C'est pour ça que je mets un petit bémol sur le résultat. 24 mois. 24 mois. Voilà. Après, c'est ça. Je pense que si tu regardes toutes les offres, parce que ce qui est très compliqué aussi, mais on le répète aussi souvent, c'est que tu ne peux jamais comparer les offres. C'est jamais les mêmes. C'est la box, c'est les trucs, c'est les machins. Tu peux jamais dire, tiens, lui, il est moins cher. Ah oui, mais lui, regarde, il a 5 gigas en plus. Ah oui, mais lui, j'ai une offre TV. C'est toujours compliqué. Après, tu as des comparateurs en ligne, mais c'est vrai que c'est fait exprès pour que ce soit... C'est toujours fou. Et là, on se dit, tiens, il y a un petit coup de pic à Free parce qu'ils ont mis des data illimitées. Il y a un petit coup de pic, évidemment, sur les tarifs. Voilà, ils tapent sur chacun de leurs concurrents. Mais il ne faut pas oublier un truc quand même, c'est que là, avec l'annonce de la session prochaine de SFR... parce que d'ici un an,
an, ce sera fait. Tu as quand même 23% du marché. SFR, c'est 23% du marché. Donc, des clients qui, aujourd'hui, commencent un petit peu à prendre peur. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va encore marcher? Est-ce que les investissements seront faits pour que mon téléphone que la couverture réseau soit correcte? Donc, il y a tout ça. Alors, je pense qu'il y a énormément, il y a une hémorragie de clients, à mon avis, en tout cas, on peut le présupposer. Et donc, quelque part, ils ont sorti ça du chapeau en disant peut-être qu'on va faire de la rétention, t'as raison. Une partie des gens. Et quelque part, si c'est ça qui marche, il faut le faire, il faut tenter le coup. En tout cas. Mais tu vois, c'est vrai que sur ce marché, j'y pense que tu dis, quand on dit, tu dis aux gens, vous avez 25 gigas au lieu de 10. Personne n'a la moindre idée de ce qu'ils consomment comme gigas. En fait, on bascule en Wi-Fi. Donc on ne fait plus attention. Enfin, exactement. Je parle pour les grandes agglomérations, bien sûr. Mais on a quand même. Alors, je peux te garantir que pour avoir des enfants, ils sont très attentifs au nombre de gigas. Moi, j'ai un fils de 15 ans et très attentif. Alors que moi, les miens, ils n'ont pas. Mais alors, peut-être il y a un biais que j'ai peut-être. Je pense que ça doit être ça. Ouais. Allez, on passe d'un opérateur à l'autre. C'est Free qui lance son offre de streaming Free TV. Alors lui, c'est carrément. On va aller taper. Ancien collègue à toi qui a monté Molotov, Jean-David Blanc. Absolument. Et c'est pour concurrencer Molotov, c'est pour concurrencer TF1+, enfin c'est pour aller concurrencer. Donc voilà, donc je crois qu'il y a 170 chaînes de TV, donc nouveau service Free TV, gratuit, concurrent. Je viens de dire concurrent. 170 chaînes de TV, il y a des films, des séries, enfin il y a tout un tas de choses. Voilà, on déploie encore une fois l'artillerie lourde. Alors là avec un autre mode de séduction. Frédéric, toi qui connais parfaitement ce secteur. Oui, alors j'avoue que j'en suis tombé de ma chaise ce matin. Ah oui, oui. Explique-nous pourquoi c'est... Non, mais parce que, alors déjà, il faut savoir que Free proposait déjà un service qui s'appelait Oki, qui était un embryon de ce qui existait aujourd'hui. Mais surtout, il faut se rappeler que Xavier Niel était actionnaire de Molotov. Oui. D'accord, ils se sont pas entendus justement avec Jean-David Blanc à un moment donné, même jusqu'à un procès récemment, en 2024, que Jean-David Blanc a perdu. Parce que je parle de Jean-David Blanc, qui est l'un des fondateurs de Molotov, de Molotov et pourquoi vous connaissez d'Allociné, voilà. Absolument, que je salue au passage. Et donc en fait, ce qui se passe là, c'est en fait un choc frontal vis-à-vis de Molotov. Molotov aujourd'hui, c'est 20 millions d'utilisateurs déclarés en France. Qu'on trouve, dis-nous, qu'est-ce qu'on trouve sur Molotov, voilà, pour ceux qui connaissent moins ce service. Alors Molotov, c'est en fait, ça permet, et Free TV, ce sont des services qui permettent d'agréger en fait des flux de TV linéaires. Voilà. D'accord. Donc un grand portail. C'est une sorte de un seul portail d'accès unique à l'ensemble des chaînes de télé que vous pouvez retrouver par ailleurs sur votre box, si vous avez Orange, SFR justement. Et c'est l'avantage, c'est que tout est au même endroit. On a à la fois France TV, on a à la fois TF1, on a à la fois M6, et puis on a plein d'autres chaînes supplémentaires. Exactement. Donc vous retrouvez effectivement, alors on va dire que l'expérience est très similaire à ça, au fait que vous ayez une box. On retrouve aussi l'ensemble de l'offre de replay, d'accord. Donc ça c'est intéressant, et on peut composer comme ça sa chaîne de télé à la carte. Donc ça aussi, c'est l'offre de base, en tout cas, de Molotov, et c'est aussi l'offre proposée par Free TV. Donc ça, c'est intéressant, et il y a un nombre de chaînes énorme. L'entrée de gamme de Free TV, c'est 170 chaînes. Oui. Chez Molotov, c'est 50 chaînes. L'offre premium, donc payante de Free, c'est, je crois, de l'ordre de 300 chaînes. Alors après, voilà, il y a à boire et à manger dedans en termes de qualité, mais voilà, en tout cas, il y a une offre qui est énorme, et on peut composer son programme en allant picorer, tiens, je veux un peu de ça, et au lieu qu'aujourd'hui, quand tu utilises ta box, tu es obligé de rentrer dans le replay de TF1, de rentrer dans le replay de M6 ou de RT, et l'expérience, elle est pas terrible, on va se dire. Molotov, Free TV vont permettre de composer son bouquet de chaînes. Parce que Free TV+, c'est 300 chaînes. C'est 300 chaînes, oui. C'est un petit abonnement supplémentaire. Et avec un petit abonnement qui est moins cher que Molotov. Ils sont à 5,99 par mois. Là où Molotov est à 6,99. Et que vient faire Free dans cet univers? C'est vraiment aller. Alors Free. Parce qu'on n'est pas obligé d'être un abonné Free pour accéder à Free TV. Non, mais c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Free, ils sont en train d'essayer de constituer. C'est moi qui comprends. On a lâché Clément. En fait, c'est retour vers le futur des années 2010. Mais oui, mais justement, c'est ça qui est génial. Parce que en fait, c'est deux générations qui s'opposent. Parce qu'il y a la génération des personnes qui
qui, on va dire, qui sont un peu plus âgés et qui ont tellement été habitués à la TV linéaire, mais qui retrouvent un semblant de TV linéaire ici, par opposition à la génération YouTube, où là, on consomme des petits bouts de vidéos. Oui, et c'est le contenu, on va suivre des chaînes, des influenceurs, gens, voilà, exactement. Donc en fait, c'est une autre façon de consommer la TV linéaire qu'on avait l'habitude. Il ne faut pas oublier quand même que chaque mois qui passe, il y a plus de 35 millions de personnes qui regardent du replay de chaînes de TV linéaire. Donc ça veut dire que quand même, il y a un public pour ça. Mais un public qui est plus âgé. Non mais, alors je ne dis pas que plus personne regarde la télé, hein. Il se trouve que, moi je ne la regarde pas beaucoup, mais je regarde quand même quelques émissions, des événements sportifs, etc. Donc je regarde du replay. Je me dis juste, en fait, ce que je vois de loin, c'est que c'est un marché très éclaté. Moi, là où je suis complètement perdu, c'est quand on me dit, en fait, maintenant, Paramount+, en fait, et OCS, c'est intégré à Canal, je ne sais plus. Moi, je regarde un site, je viens faire de la pub, il y a un site qui s'appelle Just Watch, et je vais dessus, et je dis juste, je veux regarder Peppa Pig. Bon. Et quelle application on distribue, parce que je suis complètement paumé, tu vois. Et on me dit c'est OCS, donc en fait c'est sur Canal, machin. Bon, mais ce marché est tellement éclaté que j'ai du mal à imaginer qu'un acteur apporte quelque chose de vraiment différenciant. Et surtout, ma question intérieure, c'est quand est-ce que ça se consolide, ce truc? C'est-à-dire que, et je me dis, ça va forcément arriver dans les années qui viennent. Les gens n'ont pas un porte-monnaie extensible qui leur permet de payer 9,99 € ici, 5,99 € là. Donc je me dis, dans cette surabondance de contenu, est-ce que l'expérience va être tellement différenciante côté, ou la proposition de valeur tellement différenciante côté free, qu'ils vont atteindre la masse critique d'abonnés qui va faire que ça va le coup de se lancer dans cette galère? Et j'ai pas la réponse parce que je connais pas assez bien le marché. Mais c'est vrai que ça me paraît fascinant que des gens se disent, ah, je pense qu'il y a un créneau pour une nouvelle application de contenu en plus, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que si tu regardes en fait ce qui se passe aux États-Unis, on ne parle plus d'œuvres, de films, de séries, on parle d'intellectual property, d'IP. En fait, il n'y a que ce maître mot. C'est-à-dire que tu n'iras plus forcément sur une chaîne de télé, tu n'iras plus forcément sur un... même, tu vois, tu parlais de Paramount, par exemple, tu vas oublier ça. Par contre, tu veux absolument voir Yellowstone, tu veux absolument voir Dexter. Et c'est ça qui va primer. Et peu importe là où ce sera, il faut quand même qu'il y ait un réceptacle quelque part. Et ils veulent jouer l'agrégateur, c'est ça que tu me dis. Exactement. Bah, en fait, c'est ce qu'a fait un peu Canal+, là, depuis quelques années. Et c'est intéressant. Donc, l'agrégation de tout ça pourrait être le canal par lequel de distribution de ces différentes IP. Salim. Ouais. En fait, c'est rigolo parce que, comme tu dis, c'est un peu retour vers le futur du passé. Mais c'était déjà les débats qu'on avait au tout début de Wanadoo, quand ça s'appelait encore France Télécom Interactive. Est-ce que finalement, l'opérateur télécom doit faire que du tuyau, ou est-ce qu'il doit faire du contenu, ou est-ce qu'il doit faire les deux? Et on en revient à ça au final. Et là, la bataille, c'est un peu la même bataille dont on parlait tout à l'heure avec OpenAI versus Google. C'est qui est-ce qui se met en surcouche, justement. Alors, je fais le signe pour les gens qui sont à la radio, mais qu'est-ce qui se met au-dessus dans cette bataille-là? Et je pense que c'est un peu ce qu'essaie de faire Free, notamment avec une version gratuite, en disant, au-delà de mes abonnés, je vais ratisser super large pour capter en fait toute cette valeur. Et ensuite, justement, après, je peux leur vendre des abonnements, je peux éventuellement faire une offre premium, je peux rajouter une offre gratuite, mais avec de la pub, comme le fait Netflix. Et pour moi, là, contrairement à ce que tu dis, hein, Clément, je pense que le marché, il est déjà consolidé. Il n'y a pas 56 acteurs. Il y en a un qui a gagné, c'est Netflix. Après, tu as Amazon Prime qui est derrière. Et tout le reste, la HBO, les Disney, les machins, ça vient à la marge. Et ce qu'essaye de faire Free, moi, je pense, encore une fois, je ne suis pas le spécialiste dans cette partie-là, mais c'est de faire un petit peu ce que tu retrouves déjà sur des télés connectées Android ou sur des projecteurs. Quand tu achètes un vidéoprojecteur, tu as un truc qui s'appelle Google TV. Et depuis pas si longtemps que ça, tu as toutes les chaînes replay, les chaînes en streaming, mais tu as une search box qui te permet justement... Dans ta search box, tu vas taper ton Peppa Pig, et Peppa Pig, il te dit, tiens, c'est dans ce channel-là. Et il paye des droits pour ça? Je ne sais pas du tout. J'aimerais bien savoir. Mais je pense que là, justement, c'est ce qu'essaye de faire un Free, de se dire, je me mets au-dessus, et je vais te donner accès au contenu. Donc, s'ils arrivent à faire un search comme fait un Google, c'est plutôt intelligent. Alors, il n'y a pas de droit à proprement parler. Par contre... il y a quand même des accords. Tu vois, typiquement, l'offre de base de Free TV ne te permet pas d'accéder ni à TF1, ni à M6.
enfin, toutes les lignes, l'ensemble des chaînes de TF1, hein, TFX par exemple, tu ne peux pas y accéder. Okay. Par contre, tu peux y accéder que si tu prends la version premium de Free Parce TV. que j'imagine derrière, il y a des accords financiers. Exactement. Oui, donc ils vont quand même avoir un sujet, mais de constitution de catalogue, qui est un peu le nerf de la guerre aussi. J'imagine qu'à un moment, tu vois, moi je le vois beaucoup parce que ce que je suis, c'est les droits sportifs. En ce moment, tu vois, l'UFC qui renégocie ça. En fait, historiquement, c'est ESPN, donc une chaîne de télé classique. Finalement, ça pouvait passer par DAZN, machin. Je crois qu'ils sont chez... Je me demande si c'est pas Paramount. Non, je crois que c'est Paramount. Ils sont partis chez Paramount, etc. Tu vois qu'il y a des renégociations dans tous les sens. Est-ce qu'à un moment, justement, ces super apps de divertissement, est-ce qu'elles vont pas buter sur le côté, en fait, j'ai pas les moyens de m'acheter tous les droits ou de financer des passerelles partout. Or, le seul moyen d'exister, c'est de tout proposer. C'est un peu. C'est le choix qu'a fait Canal+. C'est-à-dire que moi, je suis la porte d'entrée à un moment donné de Netflix. Et après, j'essaie de trouver la bonne tarification pour dire, voilà, avec moi pour 45, si vous avez Netflix, ça vous fait 60, moi c'est 45. C'est ça. Pour avoir l'ensemble de ces services. Par contre, vous n'avez pas telle et telle chaîne. Et puis là, je pense qu'il y a quand même un petit guéguerre, tu l'as dit rapidement. Jean-David Blanc, patron de Molotov, et Xavier Niel, ils s'entendent. Xavier Niel n'a pas d'ego. C'est à côté, c'est une dizaine de millions d'euros. Il y a que la réclame à l'autre. Voilà. Donc je pense qu'il y a aussi un petit truc. Alors je pense pas que Xavier Niel monte ses offres pour contrer ses adversaires, ses concurrents, mais ses adversaires ou ceux avec qui il a des soucis. Voilà, je pense qu'il a poussé ça un peu plus pour justement, là, s'il peut en même temps liquider son concurrent, ce sera pas plus mal pour lui. Donc en tout cas, on va regarder Free TV, et puis cet abonnement Free TV+, on a accès à plus de 300, dans un premier cas 170 chaînes, et dans un deuxième cas plus de 300 chaînes. On va s'envoler, rester dans l'univers télécom. C'est un règne assez incroyable, un règne sans rival. Je ne sais plus qui titrait ça, c'est Numérama, je crois. SpaceX qui franchit les 10 000 satellites. Alors on se dit, tiens, 10 000 satellites, oui c'est beaucoup, mais en fait, dans l'espace, il y a 21 000 ou je ne sais plus, c'est 21 ou 24 000 satellites. Ça veut dire quand même que Starlink, c'est entre 40 et 50% des satellites qui sont en train de nous tourner autour. Certains sont beaucoup plus petits que d'autres, mais c'est quand même incroyable ce règne sans rival, quoi. Et alors là, on a entendu là hier Leonardo avec Thales et Airbus mais ça va prendre 1 an avant d'arriver là. OneWeb, on voit toutes ces initiatives. Bon. SpaceX, alors, qu'est-ce que tu en dis là-dessus? Non, mais c'est en fait, c'est la prime à celui qui arrive en premier. Je veux dire, c'est à un moment, pas en premier sur ce marché, parce que il y avait déjà des entreprises, notamment en Europe, qui proposaient des services similaires, etc. Mais à un moment, factuellement, ils ont été très vite. Les partenariats, je reviens toujours j'ai toujours les mêmes rengaines, mais les partenariats privés-publics, au lieu de dire on va faire des entreprises publiques, de dire le privé, c'est innover plus vite. Donc, vous savez quoi? En fait, on va bosser, la NASA, on va financer à balle avec des crédits militaires et on vous laissera bosser dans votre coin, mais quand même, quand ça marchera, vous filerez des éléments à la NASA, on aura un partenariat. C'est la preuve que ça marche. Il y a quand même une vision absolument incroyable. C'est-à-dire que SpaceX, c'est pas juste beaucoup d'argent, c'est aussi une vision d'ingénierie extraordinaire sur la réutilisation des composants, etc. C'est-à-dire c'est une recette c'est un alignement des planètes fous pour que ça marche. C'est pas étonnant que une fois que tu alignes ces composants entre eux et que ça fonctionne, ils aient 3, 4, 5 ans d'avance et qu'ils bouffent tout le monde. Je veux dire, c'est le mix du gigantisme des États-Unis, de leur pragmatisme du financement, et en vrai, d'un mec, on en pense qu'on veut, tu parlais d'incarnation, mais qui avait une vision folle. Il a toujours le deuxième effet de la lame. Là. Tesla, derrière, c'est la donnée, et ça va vers la conduite autonome, départ des voitures. Là, il a ses fusées, derrière, c'est pour son réseau Starlink. Il a toujours le petit cran supplémentaire. Je ne saurais pas te dire si c'est un coup d'avance ou si c'est un pragmatisme absolu. Tu vois, je sais pas, j'ai pas la réponse, tu vois, mais... La réponse, ça s'appelle, et il l'a dit depuis longtemps, ça s'appelle un master plan. Ce qu'on a tendance à oublier ici, c'est-à-dire que quand tu es aux États-Unis, tu fais des master plans. Et le master plan, c'est un truc très ambitieux qui a 1% de chance d'arriver, mais qui projette mais qui couvre plein de trucs. Donc son truc, il est pensé depuis le début. Mais en plus, on parle même pas de tout ce qui arrive avec Optimus et les robots qu'il a derrière et qui vont débarquer aussi. Donc moi, je trouve qu'il est très génial. Là où je suis toujours
étonné de l'étonnement qu'on peut avoir par rapport à ça. C'est qu'il se passe toujours la même chose. On a parlé du cloud. Ben, le cloud, c'est pareil. À un moment, il y avait des investissements. Les gens disaient, on ne va pas aller dans le cloud. Et maintenant, on pleure parce qu'il n'y a pas de cloud souverain. À un moment, on se moquait d'un Elon Musk parce qu'il y avait SpaceX et qu'il voulait aller faire des fusées qui allaient se reposer. Mais justement, quand elles se reposent, ça diminue le coût. Donc, tu peux envoyer beaucoup plus de satellites à moindre coût. Et le coût, il a été divisé par 10 au moins. Tu vois. Donc, tout ça, en fait, à chaque fois, on a ce truc en Europe et particulièrement en France où on va dire, voilà, ça ne marchera jamais. On ne veut pas investir. Il y avait une pub comme ça à l'époque. Voilà, exactement. C'était pas Renault? Ouais, ça ne marche dans le genre, c'est ça. Et donc, on dit ça ne marchera jamais. On dit après, on ne veut pas investir. Et je l'entends aujourd'hui sur l'IA, et moi, ça me fait bondir. Ouais, non, mais alors moi, je n'investis que si je vois le ROI tout de suite. Pas dans 1 an, pas dans 10 ans, mais je le veux tout de suite. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, SpaceX, ça ne s'est pas fait en 2 secondes. Et donc, du coup... Citation, mais dans Walking Backwards, le bouquin d'un des mecs d'Amazon qui explique comment on innove chez Amazon et comment ils ont sorti. Il relate une discussion sur le Kindle. C'est pas des fusées, hein, mais en fait, il y a une réflexion derrière Kindle qui est assez folle. Et où à un moment, il y a quelqu'un qui dit dans un comité de direction, on va mettre combien dans le Kindle jusqu'à ce que ça marche. Et à Jeff Bezos, c'est relaté dans le bouquin, qui se retourne vers le CFO qui dit, on a combien? C'est marrant parce que ce que tu dis, c'est exactement ça. Moi, je suis tout le temps avec des boards, avec des comex, et tu te dis, mais en fait, on n'a pas compris, on ne comprend pas la leçon. À un moment, il faut savoir investir et puis avoir une vision. Et ce qui va manquer souvent, c'est la vision, c'est la capacité d'investir et de vouloir y aller. Et in fine, aujourd'hui, donc moi, j'aime bien ce sujet de SpaceX, parce que j'en parle depuis longtemps, c'est de se dire, aujourd'hui, avec Starlink, en fait, c'est comme le cloud à l'époque, c'est fini. Il n'y a plus de compétition quand tu as 10 000 satellites. Tu vois, j'en parlais l'autre jour avec justement un gros opérateur. C'est presque 9 000 qui sont non, mais c'est pas ça. Mais la constellation derrière qui va être la plus importante, elle en a 600, quoi, si tu veux. Donc 10 600. Ouais. Tu comprends bien qu'à un moment, même en termes de coût, tu vas pas pouvoir y arriver. Donc le game, comme on dit, il est plié, en fait. C'est fini. Lui, le temps que nous, on sorte des satellites meilleurs avec OneWeb et tout ça, lui, il sort déjà... Il est en V3. Il est en V3. Mais attends, juste, pardon, et après, je te laisse la parole, mais juste le dernier point, et moi qui me tue sur ces sujets-là, c'est qu'en plus maintenant, les États ne contrôlent absolument pas. Donc ça veut dire que quand tu vas mettre 10 000 satellites, et en plus qui vont se renouveler, qui vont avoir une obsolescence, qui gère cette pollution dans l'espace? Et là, tu le donnes complètement à une entreprise privée, et c'est plus les États qui décident, c'est plus les citoyens sur qui potentiellement tu peux avoir des choses qui retombent ou qui ne fonctionnent pas. Ça pose vraiment plein de questions sur la façon dont on comprend la technologie. Si rien dit. Ouais, et moi, justement, c'est ça qui, moi, me fait le plus réfléchir. C'est qu'aujourd'hui, on assiste de fait à une privatisation de ce qu'il y a au-dessus de nos têtes. C'est ça. Et on contrôle, personne ne contrôle quoi que ce soit. Et donc, voire même, on se fait avoir, parce que regarde en Ukraine, quand un jour il a fermé les robinets, les Ukrainiens, ils ont été... Exactement. Donc ça veut dire qu'une personne, enfin en tout cas, même un conseil d'administration américain, qui plus est, peut avoir droit pas de vie ou de mort, mais de droit de télécommunication ou pas, hein, dans le cadre de Starlink. Donc moi, je trouve ça hyper dangereux. Pourtant, je ne suis pas monsieur régulation du tout, mais à un moment donné, en fait, quelque part, c'est du bien commun ce qu'on a au-dessus de nos têtes. Il ne faut pas oublier que là, le rythme actuel d'obsolescence, hein, c'est qu'il y a 1 à 2 satellites par jour qui retombent sur Terre de la constellation Starlink. Donc on peut imaginer quand même le boulot que ça demande pour aller les récupérer. J'espère qu'il les récupère quelque part. Donc tout ça me fait dire que voilà, c'est super, bravo pour le master plan, parce qu'effectivement, quand on voit SpaceX qui est alimenté par Starlink, hein, il y a 3 millions de clients, hein, Starlink, à l'heure actuelle, et ça grossit très vite. Ça fait du cash derrière. Derrière, il y a le master plan qui emmène tout ce beau monde sur Mars. Hein, c'est ça le Mars avec un seul A, pas avec 2 A. Merci pour la page de pub. Venez tous avec Starlink sur Mars. Qui génère aussi autour de tout ça et qui peut être... Donc voilà, donc tout ça fait que voilà, super, bravo, mais ce serait bien quand même à un moment donné qu'on mette des garde-fous. Il me semble que tu as même des entreprises françaises qui sont spécialisées dans la constitution d'un GPS de l'espace, pour justement être capable de te dire, quand tu calcules tes trajectoires, quand tu arrives, où tu vas tomber sur quelque chose, parce qu'ils calculent en temps réel, en fait, tout ce qui, j'ai plus les stats, mais tous les satellites qui tournent, parce qu'il y a ceux qui fonctionnent, il y a ceux qui fonctionnent plus et qui tournent en orbite. On est capable, j'ai vu un système qui est capable d'identifier des déchets dans l'espace de la taille d'1 millimètre. Après, il y a un vrai truc, c'est vrai que c'est des bonnes questions. Après,
Ça veut dire que quoi, comme d'habitude, on va être ceux qui font pas et qui râlons parce que c'est pas assez éthique, parce que c'est pas assez maîtrisé, parce que c'est pas assez durable. C'est un peu facile quand les entreprises sont pas chez nous, quoi. C'est-à-dire que non, t'as raison. Là, la différence. Ça fait, en fait, je comprends, mais c'est gonflant d'être dans ce rôle-là en permanence. Ouais, oui, c'est gonflant d'être dans ce rôle. Oui, mais c'est gonflant dans ce rôle-là, mais en même temps, on n'a pas le choix. On y est. Et puis en même temps, tous les décollages là qu'ils font à Boca Raton, donc au Texas, là, Elon Musk, notamment sur le plus gros, là, le Starship, trouve un endroit en Europe où on accepte de faire décoller ce type de fusée, hein, à mon avis. Bon, je pense que tu peux trouver, mais en Europe. En Europe. En Europe, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Hein. Ouais. Non, tu verrais, d'un point de vue contrainte environnementale. Tu peux trouver des endroits, hein, mais alors je te raconte pas la population autour. Déjà pour construire un data center, voir un stade de foot. Un stade de foot déjà. C'est clair. J'en parle pour connaissance de cause en étant breton du stade brestois. Je vois les difficultés, donc un truc comme ça. Enfin, c'est assez incroyable. Messieurs, on doit terminer là. Merci infiniment, Salim Nassur, fondateur de Mars, Clément David, président de Théodo Cloud, Frédéric Krebs, directeur de développement chez Palico. C'était passionnant. En plus, merci d'avoir rebondi sur cette actualité toujours chaude. Dans un instant, on va parler d'InsurTech et de l'IA, bien entendu, dans l'InsurTech avec SauveLD. Et puis, on aura ce casque de moto aussi intéressant, qui donne autant d'informations, presque un cockpit d'avion. Ça s'appelle Highlights, comme l'œil, la lumière de l'œil. Et on aura son dirigeant qui sera avec nous. Restez avec nous. On est encore ensemble jusqu'à 21h sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. On va parler intelligence artificielle, ça vous en avez l'habitude. On va parler assurance auto, enfin assurance sinistre. On va comprendre tout ça. Et justement avec le groupe Solvd qui arrive en France. Alors vous allez nous expliquer tout ça. Anne-Sophie Grouchka, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes CEO de Solvd Group. Alors justement, arrive en France parce que c'est un groupe d'origine c'est un groupe d'origine allemande. Solvd Group, en fait, est présent dans 46 pays. Et ce qu'il faut retenir, c'est une plateforme de gestion de sinistres de bout en bout. C'est-à-dire, on fournit à la fois les actifs technologiques, aussi de l'IA, je suppose qu'on va en parler, mais aussi la partie service. Et c'est pour nous extrêmement important de combiner la force des deux. Et c'est comme ça qu'on estime qu'on est très différenciant. D'accord. Et vous allez vous adresser à qui? Alors, qui va récupérer cette plateforme? Qui va utiliser cette plateforme? C'est-à-dire que nos premiers clients, c'est les assureurs, d'une part, mais aussi le secteur de l'automobile au sens large. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des très forts besoins de la part du secteur de l'assurance. Le secteur de l'assurance est toujours sous contrainte parce que ce qu'on appelle la charge sinistre est toujours un sujet avec l'inflation. Une transformation digitale. Alors, il y a les deux. Il y a vraiment les deux aspects. Il y a même trois aspects. En fait, il y a le premier aspect, c'est vraiment le fait qu'aujourd'hui, les pièces automobiles, par exemple, le coût de la main-d'œuvre également, coûte de plus en plus cher. Et donc, il y a tout un enjeu sur la maîtrise de la charge technique. Pourquoi c'est important? C'est important pour le client final. Le deuxième sujet aussi, c'est la transformation au service de la satisfaction du client. Aujourd'hui, tous les clients finaux ont des attentes très fortes en termes d'exigence digitale, d'instantanéité, de spontanéité. Ils veulent une réponse à 11h du soir. Exactement. Et je dirais que c'est bien normal. Oui. Voilà. Et nous sommes là, Solvd Group est là pour les aider. D'accord. Et donc, alors vous adressez très concrètement, je suis un assureur, il me manque un peu cette gestion des sinistres, de tout ce type de sinistres automobiles. Hein. Donc vous proposez votre plateforme, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, ces assureurs, ils n'ont pas, alors que sinistre de la maison, sinistre automobile, si on est des assureurs grand public, ils devraient avoir ce genre de choses déjà. Alors, qu'est-ce qui va faire votre différence? Aujourd'hui, bien évidemment, les assureurs ont déjà des solutions. Nous, ce qui va faire vraiment la différence, c'est d'abord l'intensité de nos technologies. Quand je parle de ça, je parle par exemple, je vais vous donner des exemples très concrets, on a des dispositifs d'évaluation grâce à des algorithmes d'IA des dommages. Grâce à cela, si on est sur des cas, dans 20 à 30% des cas, on est capable de fournir une évaluation complète à distance. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire qu'ensuite, vous avez un règlement qui peut se faire de façon automatique. Et pour prendre un exemple, qui est aujourd'hui en production de façon très large
en Allemagne, on a 20 à 30% des sinistres qui peuvent être réglés en moins de 60 secondes. Donc on est vraiment sur quelque chose qui apporte de la valeur, de l'instantanéité, de la fluidité. C'est ça, vous raccourcissez les délais, vous réduisez les coûts. Parce que exactement. Et puis l'expérience client, elle est quand même améliorée. Donc c'est ça un peu les trois... Ça c'est extrêmement important. Vous savez, dans le monde de l'assurance, on parle toujours du triangle du sinistre. C'est exactement ça, c'est satisfaction du client, efficience et à la fin excellence technique. Alors on parle évidemment beaucoup d'intelligence artificielle. Vos outils sont alimentés par cette IA. Très concrètement, voilà, sur quelles données elle va travailler cette intelligence artificielle avec l'outil de Solve? Ce qu'il faut bien voir, c'est deux choses. D'abord, la première chose, c'est que nous avons dans la plateforme de Solve des données de réparation, c'est-à-dire qu'on est capable d'avoir avec une finesse absolument folle l'ensemble des données de prix de toutes les pièces automobiles. Ça, c'est la première chose. Et on a des milliards en fait de points de données de façon encore une fois extraordinairement précise. Après, le deuxième sujet, c'est toute l'intensité technologique que nous avons, et nous avons plus de 50 personnes qui travaillent à la R&D de Soft, et là-dessus on travaille sur deux sujets principaux. L'IA, je dirais, traditionnelle, cette IA traditionnelle qui nous permet déjà d'avoir de manière très précise des évaluations de sinistres, ou bien des dispositifs aussi pour lutter contre la fraude, parce que c'est aussi un enjeu important. Mais aujourd'hui, ce sur quoi on travaille, et on a déjà un premier batch en production, c'est tout ce qui est intelligence artificielle générative, qui là nous permet de passer vraiment à une vitesse supérieure en termes de fluidité, puisque nous sommes capables, on a lancé ça sur la partie VoiceBot, on est capable vraiment d'automatiser de bout en bout avec quelque chose qui ressemble vraiment à une expérience extrêmement fluide. On est capable d'automatiser une première partie de la gestion du sinistre. Comment on peut être sûr, justement, alors je sais qu'on est tous utilisateurs d'IA et on fait souvent une confiance parfois trop aveugle à l'IA, mais enfin globalement, dans beaucoup de domaines, elles ne se trompent plus. Mais comment être certain, justement, qu'on a cette fiabilité de data, justement, vous dites en 60 secondes, on a résolu tout cela. Alors oui, l'IA, elle était entraînée, mais voilà, où est-ce qu'elle est encore le petit œil humain qui va valider tout ça? Premièrement, c'est la régulation, et on est extraordinairement attentif à cela. C'est pour nous une priorité. Et je dirais que c'est aussi pour nous une façon de nous différencier, parce qu'on prend ça extrêmement au sérieux. La première des choses, c'est d'avoir le fameux Human in the Loop qui va regarder de toute façon que les choses soient correctes. Mais au-delà, ce qu'il faut bien voir et se garder finalement d'un débat entre l'IA d'un côté et l'humain de l'autre, in fine, on est là pour amplifier le travail de l'humain, amplifier le travail des experts, amplifier le travail des conseillers qui vont parler aux clients. Donc, je ne dirais pas qu'aujourd'hui, on est sur du 100% technologique. C'est bien la raison pour laquelle, d'ailleurs, je présente Soft toujours comme étant une plateforme de services permis par la technologie, et où, justement, notre proposition de valeur, c'est de combiner le meilleur des deux. Derrière tout cela, on a aussi de la computer vision, la vision par ordinateur pour les photos, j'imagine, pour les sinistres, tout ça. Tout à fait. Ça, vous traitez ça de façon, ou pour la partie optimisation logistique. On parle beaucoup aussi de souveraineté aujourd'hui. Voilà. Alors, bon, les Français commencent à regarder ça d'un peu plus près, mais est-ce que ça, c'est une question qui vous est posée par les assureurs? Là, vous arrivez en France, par des assureurs français qui vous disent, bon, par contre, nous, toutes les données utilisateurs français, que ce soit dans notre territoire. C'est de toute façon un sujet, je dirais, stratégique. Ce qu'il faut bien voir, c'est que Soft, d'abord, c'est un acteur avant tout européen. Soft, l'actionnaire est Allianz, l'assureur allemand. Et donc, c'est aussi pour nous la manière de développer à l'échelle européenne et ensuite mondiale un acteur de référence qui soit complètement différenciant de l'ensemble des autres acteurs. Donc il y a aussi en même temps, je dirais, une dimension stratégique européenne indirecte. Alors, Anne-Sophie Grouchka, je profite de vous avoir aussi en plateau, dont je rappelle, vous êtes CEO de Solve Group. On vient de parler technologie. Et alors, je vous ai vu sur un plateau, c'était chez nos confrères de BFM TV, sur le leadership des femmes dans la tech et tout ça, qui est
La question, elle est toujours qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on sait, hein, les premières recettes, c'est oui, il faut davantage de femmes modèles pour que tout le monde prenne confiance. Il faut aller plus tôt dans les collèges pour dire aux femmes que oui, aux jeunes filles, que la tech c'est aussi pour elles, que les maths, que tout ça. Mais voilà, comment vous ressentez ça aujourd'hui? Non, mais force est de constater malheureusement que c'est encore un sujet, et ce serait complètement fallacieux de dire l'inverse. On le voit effectivement au niveau des études, on le voit au niveau des grandes écoles scientifiques, notamment polytechniques, où on voit au fur et à mesure finalement une dégringolade exactement. Moins de femmes. Je dirais, il y a deux sujets pour moi. Il y a un, ce qui peut être fait par les pouvoirs publics au niveau de l'éducation nationale, mais il y a aussi ce que peuvent faire les entreprises. On me disait toujours, ça va être très compliqué dans ce secteur, c'est un secteur extraordinairement masculin, tu n'arriveras jamais à trouver une CTO qui soit très bonne et qui connaisse le secteur, etc., qui soit une femme. Eh bien si, j'en ai trouvé, et bien sûr que si on veut, c'est une personne extraordinairement compétente, je suis ravie de l'avoir, et si on peut, on y arrive quand même. Donc il y a aussi une forme de volontarisme. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours un peu facile de se réfugier derrière des problématiques structurelles qui sont réelles. Je dois aller vite et là, en même temps, quand je fais du sourcing, je n'ai que des hommes. Et il n'y a pas que l'éducation nationale qui est fautive. L'entreprise a son rôle aussi à jouer et si on veut, on arrive aussi à le faire. Donc, il est toujours possible de trouver des femmes de talent et surtout, ce qui est important, c'est le vivier. Arriver à créer des viviers où vous ayez toujours des femmes que vous allez former, entraîner, et ça se fait. Eh bien, merci Anne-Sophie Grouchka d'être venue nous parler de Solv, donc qui arrive en France, CEO de Solv Group, spécialiste dans la gestion de sinistres avec beaucoup d'intelligence artificielle. Évidemment, si vous avez manqué le début de l'interview, elle est déjà en podcast, en replay. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, rendez-vous avec la rédaction de Tech & Co. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com. Et avec nous, Salomé Ferrari, bonsoir. Bonsoir. Salomé, journaliste Tech & Co. Alors, on va parler de Sora 2, hein, le générateur de vidéos d'OpenAI, qui ne cesse de faire parler de lui. Alors déjà, pour ses vidéos complètement dingues. Voilà, on a des vraies vidéos. On a des scénarios qui sont sympathiques, mais on a aussi beaucoup de fausses vidéos de stars. On se souvient de Michael Jackson qui va piquer des burgers. Enfin, il y en a beaucoup. Et ça ne plaît pas beaucoup aux syndicats et aux agences d'acteurs, hein, Salomé. Et non, tu l'as dit, je pense qu'on a tous vu arriver toutes ces vidéos sur notre fil d'actualité, que ce soit sur Instagram ou sur X. Et on a pu voir, par exemple, ce fameux deepfake de Martin Luther King dans des situations un petit peu dégradantes, ou les fameuses vidéos de Bryan Cranston, donc l'acteur de Malcolm et de Breaking Bad. Alors face à cette avalanche de contenu, les syndicats et les agences d'acteurs ont décidé de taper du pied et de sommer OpenAI et enfin prendre des mesures. Et ça, c'est un appel qui a été entendu par l'entreprise. Alors concrètement, OpenAI va enfin travailler avec ces fameux syndicats, notamment la United Talent Agency, la Creative Artists Agency, avec un objectif: renforcer les garde-fous pour un petit peu mieux encadrer en fait toutes ces générations par IA. Alors ça c'est bien, on voit un peu dans les grandes lignes comment ils vont collaborer, mais très concrètement ça va prendre quelle forme? Est-ce qu'il va y avoir un label? Comment ça va se passer? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Plus problème. Ils ont juste précisé en fait qu'ils voulaient s'aligner sur les principes de la loi No Fakes. Alors ça, c'est une loi américaine qui n'a pas encore été adoptée, mais en fait elle vise à protéger les artistes, mais aussi le public contre toutes les reproductions numériques non autorisées, notamment en insistant sur l'importance du consentement et aussi la nécessité d'être rémunéré quand même pour ces images qu'on utilise. Quand on utilise son image, effectivement. Alors, c'est pas le seul garde-fou mis en place par OpenAI pour rassurer les artistes. Alors, on sait qu'aux États-Unis, les compagnies d'assurance commencent à regarder ça aussi de près, mais comment fait OpenAI pour justement rassurer? Alors, ils ont mis tout en place une petite liste un petit peu de garde-fous pour effectivement les rassurer, notamment la politique d'adhésion volontaire. Alors, c'est un mot un petit peu complexe pour expliquer que tout simplement les artistes interprètes et les individus peuvent choisir si et comment leur image est utilisée dans Sora 2. Donc concrètement, si le visage ou la voix d'artiste... Ou leur famille, parce que je crois qu'il y avait une histoire aussi sur les artistes décédés. Il y a les artistes vivants, en fait, eux, ils peuvent tout simplement donner leur accord explicite pour être utilisé, sinon ça ne l'est pas. Et pour les figures historiques, c'est en fait autorisé de base un petit peu, mais les ayants droit peuvent dire à la plateforme que non, ils ne veulent pas que cette image soit autorisée, donc c'est... un petit peu une nuance. Et puis OpenAI s'engage aussi à ce qu'elle réponde plus rapidement. Exactement, souvent, c'est des choses qui traînent. C'est ça, parce que forcément, les artistes peuvent remarquer qu'il y a un petit peu des abus. Ils peuvent dire, là, il y a un problème, il faut un petit peu répondre vite. Et pareil, OpenAI a assuré renforcer un petit peu les garde-fous techniques pour empêcher les internautes de créer à l'origine ces vidéos, parce que c'est tout le problème. Oui, au départ, c'est quand même des vidéos interdites. Il faut quand même le rappeler. Merci Salomé Ferrari d'avoir été avec nous, de la rédaction journaliste à la rédaction de Tech & Co. Évidemment, tous ces sujets sur le site BFM Business /Tech & Co. Vous allez retrouver
retrouver tout ça. Tiens, vous êtes sur une moto, imaginez que vous avez autant d'informations qu'un pilote d'avion. Mais c'est ce que nous promet Romain Duflot. On le retrouve tout de suite, il est cofondateur et PDG d'Highlights. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Bonsoir Romain Duflot. Bonsoir Frédéric. Merci d'être avec nous, cofondateur et PDG d'Highlights. Alors, c'est en 2016 déjà né à Toulouse, lancé en 2017. C'était Airad, c'est le premier affichage tête haute dans un casque de moto. Et puis, bien voilà, la technologie a avancé. Alors, racontez-nous. Alors, pour ceux qui nous suivent en radio, vous avez 2 casques de moto qui semblent assez standards. Alors, alors, pas de la marque Highlights, parce que vous, c'est la techno qui va à l'intérieur. Voilà, vous avez des partenariats avec des marques. Racontez-nous ce qu'on peut trouver dans ces casques une fois qu'on les branche, qu'on les connecte et qu'on est sur sa moto. Avec grand plaisir. Bon, l'histoire a commencé en 2016. On a lancé la première techno d'affichage tête haute pour les casques de moto. Voilà, premier produit en 2017. Deuxième avec Sony en 2020, qui était un accessoire. Et en fait, là, c'est quoi la complexité d'ailleurs? Je vous coupe à l'instant. La complexité, c'est vraiment un des premiers dispositifs de réalité augmentée pour le grand public. Donc la miniaturisation en fait de la technologie d'affichage pour un casque de moto. À l'origine, ça venait des pilotes de chasse. Donc nous, on a rendu la chose possible pour. Et il y a une certification, enfin ça a dû être certifié quand même pour. Tout à fait. Il y a toutes les normes. Voilà, du coup, on est un peu perturbé. Casque, électromagnétique. Et même de déconcentration du pilote, enfin du conducteur. Il faut avoir du contenu qui est une aide à la conduite. On ne peut pas afficher Netflix. On nous a posé la question quand même. Et donc là, en fait, ce qu'on a, c'est la première version tout intégrée dans un casque de moto. Alors, pas avec n'importe qui, c'est Shoei qui est en l'occurrence le leader mondial du casque premium, à peu près 60% des parts de marché. Et donc, en fait, c'est un peu l'aboutissement de tout ce qu'on a fait depuis la création, puisque là, on est sur une projection visière tout intégrée qui va projeter l'image à 3 mètres de distance. Qu'est-ce qu'on y voit? Du GPS, des appels, des alertes. Radar par exemple, et également tout le système sonore avec intercom à une portée illimitée. Donc ça permet vraiment de communiquer entre motards quand on fait un road trip par exemple. Juste pour bien comprendre, ça veut dire quelqu'un qui est intéressé par toutes ces applications, alors il peut acheter, vous l'avez cité, c'est le marque Shoei, donc le casque, et c'est un casque différent ou alors c'est un casque où après on peut, un peu comme on le fait pour les systèmes de téléphone, on peut ensuite installer le système de vision tête haute. Voilà, alors ça c'était le cas de nos générations précédentes, c'était des accessoires. Aujourd'hui c'est un casque dédié. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut acheter vraiment donc ce modèle. C'est beaucoup plus intégré. Voilà, c'est tout intégré, il n'y a plus rien qui dépasse. Aujourd'hui c'est un casque qui est vendu à peu près à 200 000 unités par an, donc c'est un casque qui existe, mais qu'on a augmenté avec toute notre technologie et tout notre savoir-faire, et qu'on a allié évidemment à la qualité et au savoir-faire de Shoei en termes de confort, d'ergonomie et d'aspect. Et ça veut dire que pour bien comprendre la projection, donc on a souvent une première visière qui peut, avec le soleil, enfin qui peut aider de pare-soleil, puis ensuite on a la deuxième visière plus classique. Là, vous n'avez pas touché à ces visières, c'est vraiment la projection, il y a un petit projecteur qui est intégré dans le casque. Tout à fait, il y a un tout petit projecteur qui fait 4 grammes en l'occurrence, donc on le sent même pas, qui est intégré dans la calotte du casque et qui va projeter ici, à travers la visière du casque, directement l'affichage. Alors c'est pas affiché sur la visière, c'est à travers. On a vraiment une bonne distance de projection et c'est vraiment l'expérience ultime du casque de moto, du casque augmenté finalement. Je me disais pour les gens qui voient un peu plus mal, mais ils ont de toute façon leurs lunettes, donc ça s'adapte. Tout à fait. C'est compatible avec la prescription. Et alors, qu'est-ce qui est compliqué dans tout ça? Est-ce que c'est la miniaturisation, c'est l'affichage? Sur quoi il faut vraiment travailler pour... puis après, je poserai la question, quel type d'informations parce qu'on a envie d'avoir plein d'informations, nous dire le trajet, alerte radar, alerte accident, attention sol glissant, attention la vitesse, enfin voilà, on a envie d'avoir toutes ces informations. Première chose, comment on miniaturise? Et puis deuxième, comment on sélectionne les informations qu'on va avoir sur ce casque? Voilà, en fait, c'est un effort aujourd'hui qui est fait sur l'optique. Donc c'est l'optique en fait qui va magnifier l'écran, qui est un nano-écran, un tout petit écran qui fait quelques millimètres de diagonale. Et donc l'effort, c'est vraiment le développement de ce moteur optique en fait, couplé à la visière, qui est une visière de série, mais qui va être traitée et augmentée pour pouvoir afficher des choses. D'accord. Et donc ça, c'est l'étape 0, qui est la base de notre savoir-faire. Et la deuxième chose, c'est l'intégration dans le casque. Il faut vraiment respecter toutes les normes en vigueur de choc sur les différents points. Il faut que ce soit parfaitement intégré pour pas que ça gêne. Et il y a tout un effort ergonomique et de réglementation. Oui, parce qu'on sait que si on modifie un peu son casque, voilà, s'il y a un accident, on peut ne pas être... On avait une société d'assurance juste avant vous, on peut ne pas être remboursé par son assurance. Bon, là, en l'occurrence, c'est certifié par Shoei. D'accord. On peut faire confiance aux Japonais, ils sont très carrés là-dessus.
Et en termes de capacité d'affichage, vous allez avoir le tracé de la route, les alertes radars, les alertes d'accident, la vitesse. On s'y habitue assez facilement. Oui, on n'est pas sûr. Je parlais de cockpit d'avion. Oui. Pour connaître certains pilotes, disent parfois ils ont beaucoup d'informations. Bon, ils sont habitués à ça. Hein. C'est leur vie qui en dépend, notamment sur certaines missions. Mais là, voilà, le but, c'est cette bonne sélection d'informations. Oui, tout à fait. Alors après, on se base sur un savoir-faire quand même qui date de 2017. Donc depuis, on a quand même vendu plus de 20 000. On est leader en Europe, aux États-Unis et au Japon. Et donc, on se base sur ce savoir-faire pour appliquer les best practices finalement dans ce casque de moto. Et aujourd'hui, il y a plus de 300 millions de kilomètres qui ont été faits avec nos produits. Et donc aujourd'hui, le temps d'accoutumance, c'est à peu près 1 minute. Là aujourd'hui, donc ils sont donc là ces casques, donc on dit chez la marque Shoei, vous êtes partenaire. Ça veut dire que instantanément, vous n'êtes pas obligé de vous faire certifier par pays, parce que ça aussi, ça peut être très long selon les. Non, en fait, on est basé sur la 2206, donc qui est la norme européenne en vigueur. Utilise beaucoup d'autres pays d'ailleurs. Donc on aura déjà un déploiement en premier temps en Europe, après à d'autres pays hors Europe. Mais voilà, c'est une norme qui est déjà assez stricte et qui permet d'être compliant finalement avec le marché. La nouveauté, c'est que les commandes ouvrent justement au Mondial Moto dans quelques semaines. Et donc voilà, ce sera vraiment la mise sur le marché de ce casque très particulier. Mondial Moto, c'est quand C'est le 4 novembre. 4 novembre, voilà. Comme ça, on a ces dates précises. Alors justement, si on parle aussi marché, développement, vous en êtes où aujourd'hui avec Highlight en termes de financement, d'avancée de votre plan stratégique? Alors, on a levé 20 millions, historiquement, il y a 2 ans. Aujourd'hui, la vision de l'entreprise, c'est d'apporter la réalité augmentée à la mobilité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dès qu'il y a un besoin de regarder où on va et de garder les mains sur quelque chose, un guidon, un volant, un manche à balai, ça fait sens. Il y a vraiment un gain de sécurité active qui est qualifié par les constructeurs de 32% par rapport à un écran standard. Et donc, on a déployé la technologie pour les constructeurs de motos. 3 constructeurs de motos qui, aujourd'hui, sont en phase d'industrialisation, dont un qu'on va justement présenter dans 2 semaines au Mondial. Qui, eux, du coup, vont pouvoir projeter ça sur la visière de la moto, c'est ça? Exactement. Donc, on est la première société dans le monde à le faire. Non, on ne pouvait pas encore donner le nom des... Pas encore. Dans 2 semaines. Et donc, après, on a également créé le standard de projection pare-brise avec AGC, standard qui a été repris par BMW dans toute la E-Class, qui sort en fin d'année en série. Et on a également signé d'autres constructeurs comme Toyota, Ferrari, Alpine pour déployer cette technologie en lieu et place des écrans finalement. Et vous allez arriver, parce que un casque plus la différence de prix, c'est quoi? Le casque, vraiment, on a le casque le plus complet que l'on ait par rapport à un casque de cette série-là, mais non équipé. Alors, un casque de base comme ça, c'est 600 € à peu près. Et nous, en fait, on va apporter pour 600 € la partie intercom et vision augmentée. Sachant qu'un intercom sur le marché aujourd'hui, c'est à peu près 400 €. Vraiment, pour 200 €, vous avez une valeur ajoutée qui est énorme. D'accord. Et alors, aujourd'hui, est-ce que ces technologies, ça vous permettrait aussi de descendre un peu, de proposer moins de services, mais d'aller attaquer un marché du casque plus d'entrée de gamme, quoi. On a beaucoup de livreurs dans Paris ou dans les grandes agglomérations où ils auraient juste cette indication là, ils auraient juste l'indication de l'adresse, ils n'auraient pas forcément tout le reste. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être possible aussi, ou est-ce que ça demande quand même toute la techno de miniaturisation, c'est quand même une techno qui est très disruptive, Aujourd'hui, on est les seuls dans le monde à le faire. Il y a Meta qui a lancé ses lunettes de réalité augmentée. Bon, elles sont à 800 balles. Aujourd'hui, nous on fait mieux dans ce casque pour 600. Donc aujourd'hui, il y a un vrai sujet d'évangélisation de la technologie. Donc ce sera d'abord sur du haut de gamme avec des constructeurs de motos haut de gamme également. Certainement dans le futur, avec la démocratisation de la techno, on sera capable d'adresser tous les marchés. Après, on a énormément de marchés annexes qu'on étudie aussi, le marché de l'aéronautique. On travaille pour un grand constructeur aéro-toulousain. On travaille également pour la DGA, la Direction Générale de l'Armement. Pour les militaires, j'imagine. Pour les militaires également, oui.
Ouais, donc il y a déjà pas mal. On a travaillé pour la NASA, bon, c'est honorifique, mais ça permet de montrer un peu le potentiel de la techno sur ce marché-là. Oui, je crois que la NASA, ils vous avaient récompensé d'ailleurs. Oui. Et ils nous ont trouvé d'ailleurs grâce au premier produit moto. Ouais. C'est rigolo. Ouais. Voilà, certainement, il y a des motards à la NASA, il n'y a pas que des astronautes. Toute dernière question, justement, vous parliez de méta, des casques et tout ça. Qu'est-ce que vous diriez, tiens, pour ces casques, alors là, ces masques faits par Meta, par Apple aussi, alors il y a le prix, etc. Mais vous dites, tiens, ça pourrait être quoi leur killer app par rapport à ce que vous voyez, vous, ce que vous connaissez aujourd'hui de cet affichage tête haute? Alors nous, la techno qui est déployée par Meta, ce qui est rigolo, c'est qu'on l'avait déjà chez nous en 2015. Donc c'est une techno qu'on connaît très bien, qui est assez difficile à industrialiser en l'occurrence. Et donc on a une très bonne idée de ce qui va être prévu pour la suite. Ouais. D'accord. Voilà, avec justement des techno highlights qui répondent à ce type de besoin. La lunette augmentée, il y a quelques années, on n'y croyait pas parce que les technologies n'étaient pas assez matures. Aujourd'hui, c'est en train de changer. Je pense qu'il y a aussi une question d'acceptabilité du grand public. Ah oui. Est-ce que les gens vont accepter d'avoir des lunettes augmentées tous les jours sur le nez? Puis voilà, le but, voilà, un peu comme à l'image de votre casque, il n'est pas 3 fois plus gros. Enfin, voilà. Exactement. Et le fait qu'ils aient signé avec Ray-Ban ou avec d'autres marques, des Oakley et tout ça, c'est ce qui change aussi. Voilà, exactement. Cette technologie va vraiment révolutionner, je pense, le marché de l'affichage dans tous les cas. Nous, on a hâte de pouvoir avancer. Highlight, c'est combien de personnes en développement? Nous, on est une 50aine aujourd'hui. Bien, merci Romain Duflot d'être venu nous parler de ce casque, donc cofondateur et PDG d'Highlights. Donc le casque sera présenté 4 novembre au Mondial Moto. Donc casque affichage tête haute avec tout un tas de technologies. Je suis sûr que voilà, si vous êtes un passionné de moto, vous êtes forcément un passionné de technologie et forcément, voyez, pour quelques euros de plus, vous avez beaucoup d'informations. Ça peut à la fois vous aider à la conduite, mais ça peut aussi vous sauver la vie. Merci d'être venu nous parler de tout ça. On se retrouve demain, même heure, même endroit sur BFM Business. Merci de nous avoir suivis. Évidemment, suivez-nous Tech & Co sur les replays, les podcasts et évidemment sur la chaîne YouTube. Excellente soirée sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.